Alors, bienvenue officiellement à Brancher sur mon avenir. On est là jusqu'à 13 heures environ. Ça passe très, très vite. Je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis animateur journaliste, notamment chez Week-end Radio 91.9 et également très content de l'être pour Jeunes Explos pour une troisième année qui arrive très, très bientôt. Jeunes Explos, c'est quoi pour ceux et celles qui connaissent moins? C'est un organisme à but non lucratif. On aide les jeunes, puis les moins jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur prodigue des informations aussi sur ces mêmes carrières-là. Et on les guide à travers le tout parce que c'est pas évident. Donc, c'est la raison notamment pourquoi on fait des webinaires comme Brancher sur mon avenir aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'orientation. Gros merci d'ailleurs à nos partenaires, nos experts qui sont là aujourd'hui pour nous en parler. Si vous avez des questions pour eux, je vous invite à les marquer en commentaire juste en dessous de la boîte de discussion. Là, c'est juste en dessous de l'écran. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Allez-y et vous allez participer évidemment à la discussion. En attendant, je vous présente nos experts et nos expertes. Nathalie Perrault, conseillère d'orientation et chargée d'enseignement et responsable de la formation pratique en orientation. Merci beaucoup de votre présence, Nathalie. Louis Cournoyer, conseiller d'orientation, professeur et directeur de la maîtrise en conseil de counseling de carrière. Gros merci d'être là, M. Cournoyer. Mathieu Busque-Carrier, qui est conseiller d'orientation, professeur responsable des programmes et des stages de premier cycle en orientation. Gros merci avec le green screen en plus, le paquet. Yes. Merci à vous trois. Je commencerai peut-être en commençant par Nathalie, juste savoir pourquoi c'était important pour vous de participer au webinaire aujourd'hui puis de nous parler de votre emploi, de votre carrière. Euh, D'abord, je suis vraiment contente d'être ici, puis de pouvoir m'adresser aux jeunes. Je pense que on constate de plus en plus avec les transformations du marché du travail, avec tous les besoins qu'il y a pour accompagner les gens à travers ces transitions-là. On a besoin de conseillers d'orientation. Puis, je voulais que les gens découvrent que c'est beaucoup plus vaste et varié comme type de poste qu'on peut occuper. Alors, je voulais faire connaître, démystifier un petit peu là, l'image du conseiller d'orientation. Puis, pour ce qui est de mon parcours à moi, ben, des fois j'utilise mon parcours de vie comme exemple pour illustrer à quel point on peut faire des choses variées et différentes en orientation parce que j'ai étudié en orientation dans les années 90. Donc, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université Laval. Et puis, donc, ça fait à peu près un peu plus de 25 ans, près de 25 ans que je suis conseillère d'orientation. Mais pendant mes premières années de pratique, j'étais beaucoup dans le développement des outils pour les conseillers d'orientation, donc des sites Internet. C'était le début, là, des sites Internet, donc tous les sites d'information sur les métiers et professions, les programmes d'études. Fait que c'était beaucoup du développement de contenu, puis l'accompagnement des conseillers d'orientation dans l'utilisation de ces outils technologiques-là. Mais j'ai aussi travaillé dans une école, j'ai travaillé en ressources humaines parce qu'on a des fois à évaluer le profil des personnes pour s'assurer que les employés sont à la bonne place, qu'ils s'épanouissent, qu'ils ont des projets pour se développer. On peut accompagner les gestionnaires aussi dans des décisions pour leur développement quand ça touche les employés, puis les humains, puis leur bien-être au travail. Fait que j'ai eu la chance de patauger dans ce secteur-là aussi. J'ai travaillé dans la formation continue des CO. Et parallèlement à ça, moi, ça va faire 20 ans en janvier que je donne des cours à l'Université Laval sur l'information, les processus d'orientation. Puis là, ça fait une dizaine d'années que je suis vraiment plutôt à temps plein dans les stages. Et là, dans les stages de bac et de maîtrise en orientation, ben là, j'ai comme la démonstration quotidienne de la grande diversité des postes que nos étudiants peuvent aller tenter, essayer, puis de voir à quel point nos diplômés sont partout. Alors, c'est dans les stages maintenant que je concentre mon travail, puis dans la supervision des stagiaires de maîtrise, là, dans les supervisions qu'on a à faire chaque semaine. Donc, je suis encore très proche de la pratique. Vous êtes proche de la pratique aussi. Oui. Louis Cournoyer, pour vous, pourquoi c'est important de parler de votre métier, de votre emploi aujourd'hui à Jeunes Explos? Ben, parce que la profession de conseiller d'orientation, c'est une profession particulière parce que même quand on intervient auprès des gens, on explique toujours notre rôle à des personnes, un peu comme Nathalie a dit, là, c'est question d'expliquer ce que c'est pas, des fois de montrer la portée de notre intervention. Entre autres, moi, si on parle de parcours, ben, j'ai un parcours de conseiller d'orientation. J'ai fait beaucoup d'interventions. J'aime notre activité principale d'intervention le plus souvent, c'est le counseling de carrière.
Counseling, c'est un terme en anglais. Quand on le traduit en français, c'est pas conseil qui est mieux, là. C'est encore une fois, comme Nathalie disait, ce serait plutôt relation d'aide appliquée à la carrière. Donc, c'est ce que j'ai fait, là, moi, au cours de mes années de travail. Avant ça, j'ai un bac jadis en information et orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle aujourd'hui le bac en orientation, une maîtrise dans le même domaine, et j'ai fait un doctorat en éducation, spécialité en orientation, étant donné que pour être professeur d'université, il faut un doctorat normalement là, avec la réalisation d'une recherche. Mais avant ça, j'ai travaillé plusieurs années, et même dans mes premières années là, d'enseignement, à faire du conseil d'orientation, avec du counseling, comme je disais. J'ai travaillé dans des organismes d'employabilité, des Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple. J'ai travaillé dans des organismes pour adultes, des organismes qu'on appelait avant des travailleurs âgés, qu'aujourd'hui, on est plus respectueux. On appelle ça des travailleurs expérimentés, donc parfois 40, 45 ans et plus. Donc, je suis un travailleur expérimenté. Euh, et j'ai travaillé aussi on peut travailler avec des clientèles en réadaptation professionnelle, donc des gens qui ont eu des accidents, par exemple, de travail, automobile, puis qui doivent retrouver un emploi après ce type d'accident-là. J'ai touché le scolaire, secondaire, collégial. Fait que je me suis promené un peu partout. Je me suis finalement posé dans une pratique privée. Il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui travaillent en pratique privée en complément à leur travail salarié, mais de plus en plus à temps plein à ce niveau-là. Puis là, j'ai pu rencontrer plein de clientèle. Puis des fois, je dis ça en blague, c'est que moi, j'enseigne des cours de counseling. Fait que jusqu'à tout récemment, je m'assurais toujours de maintenir une pratique en même temps parce que ça me faisait des anecdotes assez récentes à pouvoir compter parce qu'autrement, le danger, c'est je me retrouve à dire, dans mon temps, on faisait ça Oui, comme oui. Donc là, on se sent un petit peu déconnecté dans ce temps-ci, ça permet d'être encore exactement. les deux pieds dans la piscine. Mathieu, en terminant ce volet-ci, je veux savoir pourquoi pour vous c'est important de venir nous parler à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. C'est sûr, les collègues l'ont bien mentionné. Je trouve tellement que nous-mêmes, les étudiants, les personnes étudiantes à l'interne, là, quand on leur présente tout ce que peuvent faire les spécialistes de l'orientation, les conseillers d'orientation, même à l'interne, sont souvent surprises et surpris. Donc, pourquoi pas profiter de cette belle occasion-là pour, je veux dire, propager la bonne nouvelle. Et c'est un peu ça aussi que moi j'ai vécu comme personne étudiante. Moi, j'ai commencé à l'université dans le domaine de la psychologie. Puis assez rapidement, j'ai vu que le domaine de la psychologie, tu sais, c'est en lien beaucoup avec, j'ai beaucoup un intérêt pour la relation d'aide, pour la compréhension de l'être humain aussi. Puis assez rapidement, pour différentes raisons, je trouvais que c'est un peu moins ajusté. Je voulais plus accompagner des gens dans des projets peut-être un peu plus vitalisants. Et quand j'ai connu l'orientation, ben, je suis tombé en amour avec le domaine, là. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat aussi, tout à l'Université de Sherbrooke. Et moi, de mon côté, ma spécialité, Nathalie ne parlait un peu, moi, je suis un CO organisationnel. Donc, ma spécialité est beaucoup dans la pratique, dans les organisations, souvent un peu plus avec une clientèle adulte. On pourra avoir l'occasion d'en parler plus tard si tu le veux bien, Thomas. Et autre chose aussi, j'ai une spécialité en mesure, évaluation ou en psychométrie. Donc, les fameux tests qu'on peut utiliser en orientation, là, j'en développe et j'accompagne aussi les personnes professionnelles pour faire une bonne utilisation de ces outils-là, pour accompagner à différents contextes, que ce soit la prise de décision de carrière, identifier des projets de vie qui sont importants pour soi, se développer au travail aussi. Donc, ça, c'est extrêmement important. Puis peut-être en terminant, si tu me permets, Thomas, là, je pense que les conseillères, les conseillers d'orientation aussi ont un rôle majeur à jouer sur la santé psychologique et on le démontre à travers nos interventions. D'ailleurs, je participe avec des collègues là, qui participent à une très grosses recherches, ces interventions en orientation dans les cégeps. Puis ils démontrent notamment qu'on n'a pas juste des effets positifs par rapport au choix de carrière ou à la direction que les gens vont prendre, mais on contribue aussi à diminuer leur détresse psychologique. Donc, vraiment, les conseillers d'orientation ont un gros rôle à jouer là-dessus. Puis, je voulais profiter de cette occasion-là pour venir en parler avec toutes les personnes intéressées. Mais c'est bien aussi de le mentionner. Puis justement, prendre la balle au bon, Mathieu, parce que vous êtes quand même conseiller d'orientation, professeur responsable des programmes et des stages de premier cycle en orientation. Moi, je veux savoir, vous pouvez parler d'un peu tous les aspects des emplois, en fait, que je viens de mentionner, mais
peut-être en mettant l'accent sur conseiller d'orientation, je ne veux pas savoir la définition du dictionnaire, je veux savoir dans vos mots, Mathieu, ça fait quoi un conseiller, une conseillère d'orientation? Deux éléments, puis évidemment, les collègues vont pouvoir compléter, là, c'est une très grosse question que tu nous poses là, mais extrêmement importante. Quand qu'on regarde les activités, je pense qu'un des objectifs principaux, c'est accompagner les personnes pour qu'ils atteignent une autonomie socio-professionnelle. Si je fais ça bien brièvement, on peut avoir des gens, que ce soit des jeunes au secondaire, des personnes adultes qui se posent des questions par rapport à leur carrière. Donc, nous, notre rôle, c'est les accompagner à faire un peu de ménage dans tout ça. C'est quoi, par exemple, ce que j'aime le plus? C'est quoi qui est important pour moi? Mon environnement actuel, c'est quoi les opportunités que j'ai peut-être accès, que c'est un peu plus difficile? Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir accès à toutes ces opportunités-là? Fait que bien brièvement, là, faire un peu de ménage, clarifier certaines choses, avoir un espace de discussion pour parler de ces enjeux importants-là, pour par la suite accompagner la personne, mettre en place des moyens concrets pour qu'elle puisse atteindre ses aspirations de carrière. Je dirais ça très brièvement. Je ne sais pas si les collègues, vous voulez ajouter des éléments de réponse. Ben, oui, peut-être Louis, Nathalie, pour vous, ce serait quoi votre définition d'un conseiller, une conseillère d'orientation? Rapidement, j'irai dans le complément là, sur Mathieu. Un conseiller d'orientation, ça n'oriente pas. Ça aide une personne à développer la compétence pour s'orienter. Fait que c'est pas nous qui orientons l'autre, c'est on l'aide à s'orienter. Puis ça, on le fait en aidant d'abord à s'explorer, à mieux. Puis là, en s'explorant dans ses expériences, dans les cours, dans les matières scolaires suivies, etc., bon, on arrive avec la personne à découvrir un peu ses intérêts, ses valeurs, ses attitudes, ses traits de personnalité, toutes des choses qui vont être utiles dans un choix, dans une décision, qu'on soit jeune ou adulte. Puis, progressivement aussi, on va même aller jusqu'au point qu'on appelle la compréhension, là, c'est-à-dire, au-delà d'explorer, on va aider la personne à se comprendre de pourquoi parfois je m'empêche ou ça devrait être logique. Si je connais une profession puis je me connais un peu, ça devrait faire 1 + 1. Comment ça se fait que ce n'est pas si simple que ça? Pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? C'est quoi mes craintes? De quoi je résiste, etc. Fait que c'est là, comme Mathieu dit, on rentre dans le volet un peu plus psychologique, sans jouer au psychothérapeute, mais en ramenant ça par rapport au choix de carrière. Puis le choix de carrière, ça implique la psychologie. Je laisserai Nathalie poursuivre. Ben, je suis tout à fait d'accord avec les éléments que Mathieu et Louis ont amenés, ont apportés. Mais j'ajouterais, souvent, on résume ça, le triangle là, de la relation entre l'individu, le système d'éducation, puis la formation, puis le travail. C'est un petit peu si on aide les personnes à se trouver un chemin, puis avec lequel ils sont bien, qui ont l'impression de s'épanouir à travers les possibilités de formation, puis les possibilités du monde du travail ou de la vie professionnelle, puis ça peut prendre différentes formes. Même Mathieu disait l'accomplissement socio-professionnel, dépendamment des profils des personnes. Mais ce qui est bien, c'est que oui, il y a toute la dimension intra au niveau de c'est quoi qui me motive, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes ressources, il y a tout ça qui est là, mais il y a aussi comprendre c'est quoi les clés du système qui me permettent d'accéder à ce dont j'ai besoin, où je peux trouver ça, comment faire le lien entre mes compétences ou mes caractéristiques personnelles, puis comment ça s'exprime dans mon environnement, dans les types de métiers qui m'intéressent ou les types de formations qui m'interpellent. Donc, c'est d'aider, accompagner, justement, pas dire à la place, comme Louis le disait, mais accompagner la personne à être capable de lire ces signaux-là, intra et environnementaux, qui permettent à la personne de trouver sa place, de se sentir qu'elle peut contribuer à sa société, à son monde, puis se développer personnellement. Fait que moi, c'est le petit aspect un petit peu plus global que je rajouterais, là, parce que c'était déjà très bien ce que les deux autres collègues ont amené. Puis allons plus encore dans la formation pour soit devenir conseiller, conseillère d'orientation ou travailler dans le domaine qui est assez vaste aussi. Nous savons, Nathalie, votre formation, votre parcours académique, vous, a ressemblé à quoi exactement? Ben moi, j'ai un parcours professionnel atypique, mais au niveau du cheminement scolaire pour l'orientation, j'ai comme fait la voie rapide directe. C'est-à-dire qu'au cégep, je ne savais pas si j'allais m'inscrire en éducation, en psychologie, en communication ou en ressources humaines. Finalement, je me suis rendu compte, oh, l'orientation me permet tout ça. Et justement, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. J'ai fait la maîtrise par la suite aussi.
Puis dans les autres formations, l'Université Laval, ça fait longtemps qu'on a les programmes en orientation. On a même un certificat en orientation. Il y a la maîtrise en orientation avec différents profils. Puis il y a même le micro-programme pour se spécialiser. Puis on a aussi un doctorat qui est spécialisé en sciences d'orientation. Donc, moi, j'ai complété avec la maîtrise, puis je suis allée plutôt au niveau de la formation pratique. Puis dans la pratique, j'ai fait aussi la pratique privée. J'ai oublié ce bout-là tantôt. Mais mon parcours de cheminement d'études, ça a été tout à l'Université Laval, tout en orientation, mais je vois qu'il y aurait eu plusieurs portes d'entrée possibles. On a beaucoup d'étudiants qui arrivent par des passerelles parce qu'ils ont fait des techniques dans des domaines de relations d'aide, puis qui arrivent avec le baccalauréat en orientation qui leur crédite plusieurs cours. Il y en a qui arrivent à la maîtrise en sciences de l'orientation, comme Mathieu, après avoir fait un bac en psychologie. Je voudrais qu'on ait une forte proportion de nos étudiants de maîtrise qui proviennent de des programmes de relations d'aide. Dans ce temps-là, ils ont une petite scolarité préparatoire pour accéder vraiment à la maîtrise, mais ça peut être vraiment court selon les cours qu'ils ont fait dans leur programme d'un autre bac. Fait que voilà, j'ai comme, je ne sais pas si j'ai empiété sur l'autre question qui était, c'était quoi les offres de programme Non, pas qu'il y du a tout, dans notre pas du tout, c'est établissement. intéressant. Pas du tout, J'ai c'est pensé un petit peu à intéressant. la préparation qu'on avait eue, puis j'ai ouvert la porte sur C'est d'autres bien questions. correct. C'est bien correct. On est là pour en parler de toute façon. Louis, conseiller d'orientation, professeur et directeur de la maîtrise en conseil, en counseling de carrière. Votre formation académique, votre parcours scolaire à vous, est-ce que c'était un peu comme Nathalie, c'était le chemin court finalement? Comment ça s'est passé de votre côté? Ben, moi, comme Mathieu, là, comme prof, on a fait 3 cycles là, au niveau de l'université. Mais avant ça, mon cégep, j'ai hésité entre psycho et géographie. Parce que j'avais un plaisir quand j'étais jeune. Moi, je connaissais, je ne sais pas pourquoi, mais les capitales de tous les pays du monde. Je m'amusais avec un globe terrestre, puis je voulais enseigner. Tu sais, c'est quand même drôle, hein? J'ai hésité entre psycho ou enseignement de la géographie. J'étais allé en géo, mais finalement, je n'ai pas aimé ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'Université de Sherbrooke un directeur de programme du type de poste que Mathieu fait aujourd'hui, là, qui m'avait reçu à brûle-pourpoint pendant 1 heure pour me parler de ce programme-là. Puis j'ai tellement aimé ça. Il y avait plein de sujets à l'intérieur d'un même programme. Tu sais, il y avait de la psycho, il y avait du testing, de l'animation, de l'éducation, de l'économie. Fait que peut-être pour le gars mêlé que j'étais, parce que le conseiller d'orientation n'est jamais loin lui-même de l'orientation pour plusieurs. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé à étudier en orientation. Par rapport au programme, moi, je vais parler de l'UQAM parce que c'est là où je suis. Pour devenir conseiller d'orientation, donc, on passe par le premier cycle au départ. Ça peut être un bac en développement de carrière. Chez nous, on a 2 cheminements possibles. Le cheminement régulier ou pour les personnes qui ont une moyenne de 3,5 et plus après 2 ans, ils peuvent faire le cheminement Honor, qui permet de faire 9 crédits de cours en dernière année qui vont compter à la fois au bac et à la maîtrise. Donc, ce qui fait que la maîtrise va être plus courte à ce propos. Et on peut aussi entrer par le bac, mais si on a un bac dans une autre discipline, on peut faire une majeure en développement de carrière. Donc, et là, comme Nathalie disait, on va regarder les cours qui ont été faits, on va en créditer quelques-uns. On a une majeure spécialisée, nous autres, pour les diplômés de psychologie, d'un programme de psychologie, parce que ça se ressemble beaucoup. Et eux, on va leur reconnaître pour la majeure de 60 crédits, on va leur reconnaître un minimum de 30 crédits au départ ou plus selon les cours qu'ils ont fait. Fait que ça, après, on arrive à la maîtrise. Et là, la maîtrise, chez nous, qui s'appelle counseling de carrière, on peut faire le profil intervention, où là, on a des cours strictement, comme ça le dit, d'intervention, mais on touche quand même la recherche, ou on fait un profil recherche-intervention, où on fait de l'intervention et on fait un mémoire. Et juste pour expliquer là-dessus, les gens parfois ont peur de la recherche. Chez nous, la recherche, c'est pour former des chercheurs, mais c'est aussi dans l'idée qu'une personne puisse avoir envie de se doter d'une spécialisation de connaissances, qui a le goût d'approfondir un sujet, puis d'avoir 1 ou 2 professeurs qui vont l'accompagner à développer ça, de sorte que quand tu finis ta maîtrise, tu as déjà une forme de spécialisation sur un sujet donné. Puis moi, ben, personnellement, j'ai poursuivi au doctorat, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si on reste à la profession de conseiller d'orientation, c'est ça. Mathieu, vous, est-ce que ça ressemble à Louis aussi, vu que vous êtes notamment professeur? Comment s'est déroulé votre parcours, votre
votre cheminement scolaire? J'allais dire très étrangement, oui, parce que moi aussi au cégep, j'hésitais entre la psychologie puis la géographie, là. Puis j'apprends, quand mon père est agent de voyage, j'ai toujours eu un intérêt pour apprendre les capitales, regarder le map monde. Fait que c'est un point en commun supplémentaire, Louis, à notre parcours. Donc, moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai commencé au certificat. Après une année, donc j'ai pris le certificat, j'ai transféré au bac en orientation à l'Université de Sherbrooke. Après, j'ai poursuivi à la maîtrise au profil recherche, mais qui est recherche-intervention, au sens qui il permettait évidemment d'avoir le titre de CO à la fin. J'ai poursuivi au doctorat et après ça, j'ai eu le plaisir d'obtenir un poste de professeur à l'Université de Sherbrooke. Par rapport à nos programmes, bon, de notre côté aussi, on a le certificat en orientation, le bac en orientation et la maîtrise en orientation. Par rapport aux particularités à Sherbrooke, par rapport au bac, Sherbrooke est beaucoup reconnu pour ses stages coopératifs. C'est quoi les stages coop? C'est un programme de formation qui nous permet de faire de l'alternance entre des cours et des périodes de travail. Donc, de notre côté, on a ce qu'on appelle le régime régulier, qui est un bac, je dirais, classique, bon, à quelques exceptions près, mais dans le bac en orientation, un 90 crédits sur 3 ans. Mais on a aussi la possibilité de faire un bac en orientation au régime coop. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? La première moitié du bac, donc la première année et demie, qu'on soit au profil coop ou au profil régulier, il n'y a pas de différence. Par contre, à partir de la 4e session, donc de l'hiver de la 2e année, plutôt que continuer en cours, les personnes étudiantes peuvent faire un stage de 4 mois par exemple, dans une organisation où ils vont faire du recrutement. Et jusqu'à la fin de leur bac, il y a une alternance, une session de cours, une session de travail, une session de cours et une session de travail, et ce qui mène à un bac qui est dans une durée d'à peu près de 4 ans et demi, là. Donc, ça, l'avantage que ça a, c'est d'appliquer directement les apprentissages qu'on a à même des sessions de travail ou des expériences professionnelles. Une autre belle occasion de développer son réseau de contacts. Puis ça arrive souvent qu'on a des personnes étudiantes qui font un stage, qui font leur dernière session de cours et après ça, ils sont embauchés dans leur milieu. Puis souvent, mais ces gens-là, bien qu'ils peuvent passer par le marché du travail, ils peuvent revenir après ça faire leur maîtrise en orientation chez nous. Et, Pour le reste, puis si je peux me permettre, pour le oui. reste, le certificat, le bac, la maîtrise, même chose. Puis aussi pour le certificat, il y a des fois des gens, par exemple, qui n'ont peut-être pas les notes pour rentrer au baccalauréat, qui se posent des questions, qui se disent, hey, un bac de 3 ans, c'est quand même un gros projet. Fait que j'aimerais ça peut-être commencer avec le certificat. Puis souvent, permets-moi l'expression, Thomas, ils pognent la piqûre, puis là, ils viennent faire le certificat, puis après ça, ils transfèrent au baccalauréat, tout simplement. Et justement, parce que j'allais demander, c'est quoi les différents programmes d'études qui sont offerts? Puis peut-être juste aller plus loin même, les prérequis. La question s'adresse vraiment à vous trois, à qui veut bien y répondre en premier. Mais supposons un élève du secondaire qui a des bonnes notes ou qui a certaines difficultés, peu importe, ou qui est mêlé, puis il se dit, OK, ben là, c'est quoi les programmes à l'université, les programmes au cégep? Qu'est-ce que ça me prend, moi, pour y aller? Nathalie hoche la tête. Je commencerai peut-être par vous, Nathalie. Ce serait quoi les Ben, prérequis en général? OK, ben ça va me permettre en plus de faire des petits compléments là, pour dire que pour nos programmes, nous autres aussi, comme Mathieu disait, on a le certificat, on a le baccalauréat. Pour rentrer au baccalauréat, là, ça nous prend un DEC. Puis, il y a eu des périodes où on avait vraiment, avec aussi une cotère un peu plus exigée, puis il y avait les préalables pour méthode quantitative, c'est les cours de mathématiques, plus de statistiques au cégep, là, puis le cours de psycho. Puis là, ben, avec le temps, on est en train de réévaluer ça parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui arrivent par des chemins un peu atypiques aussi, qui ont eu des parcours de vie spéciaux qui leur ont fait réfléchir à leur propre orientation puis donner envie d'étudier là-dedans. Puis des fois, ils n'ont pas eu des bonnes cotères au cégep, disons, mais c'est des excellents étudiants aussi. Donc, on a réfléchi à voir comment accueillir plus de personnes puis offrir de l'accompagnement aussi pour s'assurer qu'il y ait toutes les prérequis, parce que c'est sûr que les cours de mesure et évaluation, les cours de psychométrie qu'on appelle, là, les tests, il y a un petit peu de mathématiques là-dedans, fait qu'il faut être un peu à l'aise avec ces notions-là, mais il y a de l'accompagnement pour aider, là. On n'est pas dans les calculs différentiels intégrales, on est plutôt dans les statistiques, c'est quand même des mathématiques accessibles, mais ce n'est pas toujours la matière la plus facile pour plusieurs personnes qui sont plus versées vers les sciences humaines puis la relation d'aide.
mais il y a de l'accompagnement, puis c'est digeste. La psychologie, on a beaucoup de cours en psychologie déjà aussi, fait qu'on revient beaucoup sur des notions qui auraient pu être vues par d'autres personnes au cégep, donc ça permet de renforcer puis de l'appliquer plus au domaine de l'orientation. Fait au niveau des préalables ou des conditions d'admission, là, je vous dirais quelqu'un qui a un bac, qui a un DEC, excusez-moi, un diplôme collégial, un diplôme d'études collégiales, il devrait pouvoir rentrer au baccalauréat. Puis si la personne a fait en plus une technique en éducation spécialisée ou en travail social ou en intervention délinquance, bien, des fois, ils peuvent avoir jusqu'à 21 crédits du bac qui seraient reconnus en passerelle. Donc, ça leur fait un bac qui est encore plus accessible. Donc, on a beaucoup d'étudiants comme ça qui ont fait une technique dans un domaine de relations d'aide puis qui ont envie d'aller plus loin avec le bac en orientation. Puis, c'est une option qui est possible. Puis, dans le bac en orientation, bien, ils peuvent même choisir s'ils veulent faire un profil international, un profil entrepreneuriat, un profil recherche. Puis, on offre, oui, de la formation pratique d'un stage, puis tout ça. Puis, il y a d'autres activités de bénévolat pour accentuer les liens avec la pratique. Puis, pour la maîtrise, bien, il faut idéalement avoir fait le bac en orientation. Ça prend une bonne moyenne de 3 sur 4,33. Mais on a aussi des gens qui arrivent de d'autres bacs, que ça prend aussi la moyenne de 4,33. C'est juste qu'on va leur faire certains cours qui sont des préalables, qui ont un lien en orientation pour qu'ils puissent mieux s'intégrer et avoir tout ce qu'il faut pour intégrer la maîtrise. Donc, des gens qui arrivent d'un autre bac pourraient avoir à faire jusqu'à 17 cours en orientation avant de commencer la maîtrise, mais des gens qui arrivent de psycho, dépendamment des cours qu'ils ont choisis, des fois, ils n'en ont quasiment pas à refaire. Ils pourraient quasiment rentrer tout de suite à la maîtrise. Donc, il y a vraiment des parcours, des passerelles qui facilitent l'intégration à la maîtrise en orientation. Puis là aussi, comme à l'UQAM, il y a la formule plus intervention, puis une formule recherche-intervention. Puis, ça permet, dans les deux cas, d'accéder à l'ordre parce qu'il y a des stages à la formation pratique. Puis, les programmes ont été conçus en consultant aussi l'ordre pour s'assurer qu'on atteint toutes les compétences exigées, là, qui permettent que nos diplômés, ils peuvent accéder sans condition à l'ordre professionnel. J'imagine, Louis-Mathieu, vous aussi, de votre côté, il y a plein de réponses que vous avez à des jeunes qui ont des questions comme c'est quoi les prérequis pour accéder soit aux différents programmes universitaires. Justement, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête comme ça, des espèces de prérequis ou des aspects qu'on peut peut-être aller en tant qu'élève ou étudiant au cégep, par exemple? Je vais y aller. Je pense que ce qu'on va dire, c'est semblable aux 3 universités. Un peu comme Nathalie a dit, pour devenir conseiller d'orientation, il faut être membre d'un ordre, puis l'ordre demande à chaque université d'avoir au moins 96 crédits universitaires qui sont assez semblables. Évidemment, une maîtrise comme c'est 45, bien, ils ne peuvent pas tous être dans la maîtrise, ces crédits-là. Fait qu'ils se retrouvent aussi dans le bac. Ce qui fait qu'on a des programmes qui peuvent se ressembler. Nos distinctions viennent souvent là, au travers des intérêts de recherche puis d'enseignement des professeurs. Mais au niveau des critères, des prérequis, bon, il y a le DEC. Il y a toujours aussi la possibilité d'être admis comme sur la base DEC, sur la base d'étudiants universitaires, donc quelqu'un qui a commencé des études, puis c'est pas rare, là, que finalement, ce n'est pas ce qu'il aime, il veut se réorienter. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi la possibilité d'être admis quand on a 21 ans et plus avec de l'expérience sur le marché du travail. Chez nous, le bac, c'est souvent, puis je pense que c'est un peu comme ça ailleurs, mais c'est souvent une deuxième ou une troisième carrière. Année après année, on observe qu'environ 40 de nos étudiants chez nous au bac ont 24 ans et plus. Donc ça veut dire qu'ils ont fait autre chose, ils ont travaillé ailleurs. Et souvent, la réflexion, c'est la suivante, c'est qu'ils vont se dire, moi, j'ai toujours voulu travailler avec des gens, mais le réflexe, c'est de penser à psychologue. Mais psychologue, c'est un doctorat, c'est exigeant, puis la compétition. Mais nous autres, d'un mode plus de coopération, l'entrée est facile quand même. C'est très ouvert pour rentrer, puis après, c'est à l'intérieur là, qu'on fait son chemin et ça peut être fort intéressant. Puis je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que la profession de conseiller d'orientation donne accès par la suite vient avec des activités réservées, mais ça permet aussi de pouvoir accéder à l'évaluation, bientôt ce qu'on va appeler le diagnostic de troubles mentaux. Donc, on peut diagnostiquer des troubles mentaux, pas en ayant la maîtrise. Ça, il faut aller chercher une formation supplémentaire, mais il faut avoir de base la formation de conseiller d'orientation.
Et même pour la psychothérapie au Québec est réservée uniquement à certaines professions réglementées par un ordre, dont les conseillers d'orientation. Donc, quelqu'un qui pense, tu sais, la voie habituelle, c'est d'aller faire un doctorat en psycho, mais on peut aussi devenir psychothérapeute, entre autres, en passant par une maîtrise en orientation suivie par une formation complémentaire de psychothérapeute. Oui, c'est ça Oui, qui est possible. Je vois déjà le temps qui avance. Je vais juste en profiter pour les gens qui nous regardent, que ce soit là en direct. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer-les dans la boîte de discussion en dessous. Moi, je fais le relais. Je vais déjà parler aussi, peut-être à Mathieu, cette fois, des perspectives professionnelles. Parce que quand on arrive dans un nouveau baccalauréat, un nouveau programme, peu importe, soit on s'imagine qu'il y a un ou deux emplois un peu plus typiques, mais il y en a plein. Tu sais, c'est un vaste domaine aussi. Mais j'aimerais savoir, Mathieu, c'est quoi les différentes perspectives professionnelles dans votre domaine qui, justement, est plus vaste qu'on pourrait penser? Il y a plusieurs réponses à cette question, une qui pourrait être plus quantitative et l'autre plus qualitative. Pour le volet un peu plus quantitatif, quand on regarde les plus récentes données du gouvernement du Québec, c'est au-dessus de 95 là, quand on parle de perspective d'emploi et de taux de placement, là. Donc, on a des besoins criants comme de conseillères et de conseillers d'orientation. Et ces besoins-là sont observable, je dirais, dans plusieurs milieux. Donc là, ça m'emmènerait à parler un peu plus du volet qualitatif et avec le temps qui file, je vais y aller assez brièvement. Évidemment, moi, quand j'étais aux études, à chaque année, j'allais dans les soirées ou les festivités du temps des fêtes et on me disait toujours, Mathieu, tu es étudiant en orientation, c'est pour travailler dans une école. Évidemment, à chaque fois, comment je pourrais dire ça? On recadre un peu. Donc, c'est à peu près approximativement un CO sur deux à quelques points de pourcentage près qui travaillent dans le domaine de l'éducation, là, qui peut partir du primaire jusqu'au niveau universitaire en passant par l'éducation aux adultes. Aussi, bon, ben, moi, évidemment, je vais parler de la pratique en milieu organisationnel. On a des conseillères, des conseillers d'orientation qui vont travailler, par exemple, dans des firmes ou des cabinets conseils qui vont offrir des services auprès d'organisations. Il y a des CO aussi qui peuvent travailler en entreprise, dans la fonction publique aussi, où là, on va avoir, par exemple, puis Nathalie en a parlé un peu tantôt, là, des mandats d'accompagnement de gestionnaire, d'évaluation et ainsi de suite. Louis, Nathalie ont aussi parlé de la pratique privée. Je ne reviendrai pas là-dessus. Un autre domaine qu'on a peut-être un peu moins parlé, c'est le domaine de l'employabilité. Donc, on a plusieurs conseillères, conseillers d'orientation qui vont travailler dans des organismes communautaires qui vont faire de l'aide, par exemple, à l'insertion en emploi. Et quand on parle d'insertion en emploi, ce n'est pas uniquement de préparer des CV puis de préparer à l'entrevue, mais c'est aider des personnes, accompagner des personnes, parfois un peu plus éloignées du marché du travail, à les accompagner dans leur projet de s'insérer dans un emploi, puis pas juste s'insérer, mais d'être heureux aussi dans leur emploi, là. Des collègues, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques éléments. Je suis allé avec les incontournables. Ben, Louis, tout à l'heure, a parlé aussi du secteur de la réadaptation. Oui, C'est un secteur où on a beaucoup à faire, autant en santé mentale, les personnes qui sont accidentées de la route ou au travail. Là, il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui peuvent être appelés à avoir des mandats avec la CNESST ou la SAAC. Il y en a qui travaillent dans des organismes ben, ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, justement, pour faire des évaluations de l'accompagnement des personnes. Il y en a qui travaillent aussi. Euh, il y a tout le volet communautaire, mais qui est un peu plus pré-employabilité. Même là, on parle d'insertion insertion sociale aussi, du développement de l'autonomie, donc des personnes très éloignées. Mais même à cheval avec l'employabilité, puis l'éducation, puis tout ça, il y a énormément de besoins aussi au niveau de l'accueil des clientèles immigrantes. Qui ont beaucoup puis même dans la mobilité, même pas juste au niveau des immigrants, mais dans les gens qui changent d'emploi et tout ça, il y a beaucoup d'enjeux de reconnaissance des acquis. Donc, tu sais, d'apprendre à être capable d'évaluer, bon, ben, la personne, ses expériences passées ou ses études ailleurs ou tout ça, comment on peut
faire en sorte que ça réponde à nos critères dans notre système d'éducation au Québec ou dans notre système de marché du travail ou dans les autres professionnels. Donc, c'est comme une expertise que les conseillers d'orientation ont qui peut être mise à profit dans ces dimensions-là aussi. Donc, c'est vraiment varié les secteurs de pratique. Euh, puis finalement, on a vraiment toutes sortes de profils d'étudiants, ce qui fait qu'on sait qu'ils vont trouver quelque chose. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup la dimension interpersonnelle counseling, puis ils vont avoir énormément d'options dans ce sens-là. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans l'analyse, dans le développement des collectivités, dans l'adaptation des politiques publiques, puis ils vont être capables de jouer une influence pour le mieux-être des individus dans ce système-là aussi. Fait qu'il y a de la place pour toutes sortes de profils d'étudiants. Il y a de la place pour tout le monde aussi. Peut-être, c'est pas une question pour Louis. Selon vous, Louis, en fait, elle sera aux trois, mais en commençant par M. Cournoyer, les qualités, les compétences que un ou une élève ne doit pas nécessairement détenir, mais doit essayer de développer, de pousser pour être bien, pour être heureux ou heureuse dans le domaine de l'orientation qui est très vaste, on l'a mentionné. Mais selon vous, ce serait quoi ces qualités, ces compétences-ci et pourquoi? Je vais y aller à brûle pour point. Je pense que on parle beaucoup de relations d'aide. Fait que là, ce que ça prend, c'est un intérêt pour aider une personne. Là, ça a l'air facile à dire comme ça, mais de s'intéresser au fonctionnement psychologique des personnes. On, on va toujours travailler dans la perspective d'aider quelqu'un à s'insérer, s'orienter ou s'adapter aux études ou au travail, mais on va quand même entrer dans le fonctionnement psychologique des personnes. On va les aider à mieux se comprendre. Ça fait que ça prend quelqu'un qui a le goût d'aller dans cet univers-là et qui est à l'aise dans les rapports avec les autres. Mais il peut l'être, il peut déjà se dire, moi, je suis plus à l'aise un à un ou je suis plus à l'aise en groupe, parce qu'on peut intervenir des deux façons. On peut même intervenir au sein d'organisations, donc, c'est-à-dire parmi un groupe d'employés, puis de différentes situations. Fait que déjà en partant, c'est l'intérêt de se retrouver avec du monde, devant des gens ou en relation avec des gens. Faut avoir de la curiosité puis des intérêts polyvalents parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une profession qu'on va toucher plusieurs types de compétences. Dans le même job, là, tu apprends à faire de la relation d'aide, mais tu es aussi expert en psychométrie. Tu as des notions de recherche. La recherche, en passant, ça nous aide aussi à très bien écrire et à argumenter, à exprimer un point de vue appuyé. On fait de l'animation de groupe. Il y a des cours plus d'éthique, de règles, de normes comme ça. Fait qu'il y a plusieurs choses. Fait que ça prend un profil humain, curieux, créatif, qui aime le travail en équipe, parce que je vais compléter là-dessus, mais Nathalie, tout à l'heure, parlait des différents secteurs d'activité. Il y a plusieurs secteurs où tu es tout seul dans ta profession, dans le milieu, mais tu représentes cette profession-là dans le milieu. Donc, tu travailles en interdisciplinarité. Par exemple, dans les centres intégrés de services sociaux au Québec, les CIS, les CIUS en santé, on peut travailler avec un psychologue, on peut travailler avec un travailleur social, un éducateur spécialisé, un psychiatre. Mais on représente la partie orientation quand on est assis à table pour parler des clients. J'arrêterai ici, là, je vais laisser les autres. Mais c'est intéressant aussi, Mathieu, j'imagine que ça résonne en vous, mais selon vous, ce serait quoi les qualités, les compétences qu'un jeune ou une jeune devrait essayer de développer pour être bien dans le domaine de l'orientation? Ben, c'est sûr que la réponse à Louis, pour moi, en plus, Louis a parlé des tests psychométriques, donc moi, je suis très heureux de cette réponse-là. Évidemment, tout ce qui touche la relation d'aide, on va parler de compétences relationnelles aussi, ça va être super important. J'ajouterais aussi peut-être un élément, une préoccupation, puis je vais le dire bien simplement ici, à offrir un bon service. Parce que c'est une chose d'offrir le service, mais d'en assurer la qualité. Puis je pense que c'est une des forces des conseillères, conseillers d'orientation, parce que, bon, l'ordre professionnel présente 6 grandes compétences. Je ne les présenterai pas en détail, mais l'une entre elles, c'est d'évaluer les impacts des interventions en orientation. Fait que cette préoccupation, oui, on veut aider le monde, mais on veut s'assurer aussi que ça fonctionne puis qu'on les aide vraiment. Puis ça, c'est une autre belle qualité qui est très importante à mon humble avis, là. Une belle qualité importante. Nathalie, j'imagine que vous êtes d'accord avec tout ça aussi. Ah C'est oui. sûr. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, compétences à développer qui vous sautent aux yeux?
Ben, tu sais, on a parlé des qualités d'animation, des qualités. Je pense que ça prend une qualité d'analyse parce que, puis de la curiosité, elle doit servir à se maintenir à jour parce que quand on est dans le domaine de l'orientation, puis qu'on accompagne les individus dans leur cheminement avec le monde du travail puis le monde de l'éducation, ben, c'est des mondes qui bougent tout le temps. Fait qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers puis dire, ah, je sais tout, maintenant je peux les accompagner, les aider, par-ci par-là, parce que ça bouge tout le temps. Il faut toujours être à l'affût. Donc, d'avoir la curiosité, le goût de chercher, le goût d'échanger. Il y a beaucoup de relations entre les conseillers d'orientation qui s'appellent ou qui collaborent entre eux aussi pour se tenir au courant des nouvelles avenues, des nouveaux programmes, des nouvelles politiques qui peuvent influencer les services qu'ils offrent à leurs clients. Fait que c'est ça, cette euh, ouverture, curiosité, polyvalence, puis le reste, je pense que finalement, quand on a ça, ça va bien. Louis voulait. Ah, puis juste une petite chose aussi que j'ai oublié de mentionner, Oui. mais dans les dimensions qu'on a, c'est oui, il y a l'individu, toute la notion de psychologie, mais on va même s'intéresser au mouvement sociologique, à l'interaction psychosociologique. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui viennent alimenter notre analyse puis notre compréhension pour éclairer la personne dans ses réflexions. Il y a aussi tout ce volet-ci. Je ne sais pas si, M. Cournoyer, vous vouliez ajouter quelque chose aussi. Rapidement, pour quelqu'un qui pourrait s'intéresser à ça, c'est pas l'orientation, c'est pas un monde professionnel de compétition. C'est un monde de collaboration. C'est des gens qui aiment collaborer, aider. Puis même en CO, ce que Nathalie dit là, c'est qu'ils vont s'entraider entre eux autres parce qu'il y a comme une fierté, voire même un engouement d'être la personne qui va aider l'autre. Ça fait que, autrement dit, pour quelqu'un qui considérerait cette profession-là, c'est de considérer aussi une vie professionnelle dans laquelle tu n'es pas en compétition avec tes collègues, mais que tes collègues, c'est des partenaires et ils ne sont pas en compétition avec toi non plus. On travaille ensemble, puis même si on n'est pas dans les mêmes milieux, on s'entraide. Fait que c'est généralement dans la culture de la profession, ça. Dans la culture de la profession. Puis une profession, un domaine qui, j'imagine, est très valorisant. C'est une raison, notamment, pourquoi vous me parlez aujourd'hui à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. Peut-être chacun votre tour en commençant, pourquoi pas, ben, par M. Cournoyer. Louis, justement, qu'est-ce que vous trouvez de valorisant dans votre travail, votre domaine? Tu sais, quand vous revenez chez vous le soir, des fois, on a des mauvaises journées comme tout le monde, ça arrive, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous savez que le lendemain, vous allez vous lever, vous allez être heureux d'aller travailler, justement? C'est quoi qu'il y a de valorisant, selon vous, dans votre domaine? Bien, je vais parler comme conseiller d'orientation plutôt que comme prof d'université, là, vu que c'est l'objet de la capsule aujourd'hui. Un conseiller d'orientation est fier d'avoir senti qu'il a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Oui, on peut penser quelqu'un qui a fait un choix éclairé et qui est super content, mais des fois, c'est à un autre niveau. Des fois, c'est quelqu'un qui était triste, qui était un peu déprimé, qui avait de la difficulté à avancer. Puis que là, on a aidé quelqu'un à faire un pas de plus dans sa vie, de faire la différence. Ça, je pense que c'est un élément qui est d'une grande fierté, c'est de sentir qu'on a de l'impact chez des gens. Puis la beauté de l'orientation, c'est que c'est un effet rapide. Donc, ce n'est pas un effet qui va arriver dans 1 an, dans 2 ans. Ça se produit en quelques rencontres parce qu'on doit travailler rapidement à ce niveau-là. Fait qui est là pour moi le plaisir. Mathieu, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de valorisant dans le métier de conseiller d'orientation, selon vous? Effet rapide et durable. C'est ça qui est vraiment, pour moi, au-delà de ce que Louis a nommé, il y a aussi le volet, pour moi, qui est très important, puis c'est en partie mes travaux de recherche, puis aussi dans ce qu'on enseigne, là, la santé psychologique. Oui, on accompagne à la carrière, mais je pense que, en fait, pas je pense, on est capable de le démontrer. Nos interventions ont des effets bénéfiques pour la santé psychologique des personnes, puis de voir qu'on peut avoir cet effet-là chez les personnes qu'on accompagne, pour moi, mission accomplie, là. Nathalie, de vous, de votre côté, qu'est-ce que vous trouvez de plus valorisant dans votre domaine, dans votre métier? Bien, justement, le fait que dans plusieurs cas, je ne dirais pas tous les cas, mais on peut voir des résultats où il y a comme
un événement, soit une admission ou l'obtention d'un emploi ou le processus d'avoir fait enfin son choix ou d'avoir surmonté une impasse, c'est comme satisfaisant de pouvoir être témoin de ça, puis d'avoir l'impression d'avoir accompagné la personne dans... C'est comme assister à l'éveil de quelque chose qui est motivant pour eux. Fait que ça, c'est vraiment valorisant. Puis, mais il y a quand même des personnes on ne voit pas toujours tous nos clients, les résultats instantanément. Il y en a que c'est de longue haleine, mais il y a comme un volet éducatif aussi parce que ça amène les personnes à réfléchir, à comprendre comment ils peuvent cheminer, comment ils peuvent se poser les questions pour clarifier eux-mêmes aussi ces réflexions-là. Puis, ils vont eux-mêmes apprendre à où chercher l'information, tout ça. Donc, on a l'impression qu'on a semé des graines aussi qui vont pouvoir germer pour d'autres réflexions futures. On les a accompagnés dans une prise de décision maintenant, mais ça va aussi pouvoir être remobilisé dans un autre moment. Puis, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est valorisant. Valorisant aussi. Puis la question pour celle-ci s'adresse aux trois, parce qu'il y en a qui sont spécialisés même dans les programmes de stage, là, ou programmes de premier cycle, etc. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi concrètement un stage en orientation, tu sais, puis c'est quoi les différents stages qu'on peut, en fait, comme étudiant ou étudiante, aller. Tu sais, parce que des fois, on pense que justement le stéréotype de bon, on va dans une école une journée, on suit un conseiller, une conseillère, puis il y en a plein, c'est sûr. Je veux savoir, c'est quoi les différents stages qu'on peut faire? Peux-tu y Oui, aller? ouais, ben, je peux y aller, ça ne vous dérange Vas-y. pas. Oui. Différentes formes, puis ça peut varier un peu selon les universités, mais par exemple, un stage de premier cycle chez nous, des stages à l'externe. Au baccalauréat, on en a deux. Donc, c'est des stages que ça va être soit, par exemple, dans un milieu scolaire ou un milieu qu'on va appeler extrascolaire, ou qu'on va avoir 120 heures de présence dans le milieu de stage, ou qu'on va faire soit de l'intervention auprès de personnes clientes, ou qu'on va préparer, on va donner de la formation, animer des ateliers et ainsi de suite, que ce soit bon, en milieu scolaire, en milieu organisationnel. Il y a des gens qui vont prendre cette occasion-là pour faire des activités en recrutement, par exemple. Il y a aussi pour notre stage de maîtrise, donc le stage final chez nous, c'est un stage de 270 heures, grosso modo 9 semaines à 30 heures par semaine, où là, on va faire vraiment des activités liées à la pratique de l'orientation. Donc, Louis parlait tantôt du counseling de carrière, ça va être un exemple. L'évaluation de potentiel aussi chez nous, ça va rentrer dans ces heures-là. De l'accompagnement auprès de groupes, par exemple, du counseling de groupe. Euh, Aussi, tu sais, on parle des activités de stage, mais on a aussi des expériences pratiques qui ne sont pas nommées à proprement parler un stage, mais au courant de notre formation, c'est plein d'expériences qui peuvent paraître un peu dans la même catégorie que les stages. Pour ça, je me permets d'en parler. Par exemple, chez nous, au bac en orientation, en fait, c'est le cas aussi chez mes collègues, là, on a une clinique d'orientation à même l'Université de Sherbrooke où il y a des personnes de la communauté qui s'ils veulent avoir des services gratuits. Donc, chez nous, ces services-là sont gratuits et sont accompagnés par des personnes étudiantes. Donc, c'est des activités où nous, de notre côté, les personnes étudiantes ont de la supervision. C'est un environnement un peu, je vais dire, sécurisé, mais en même temps, on aide les gens de la communauté cherbrouquoise chez nous à les accompagner, que ce soit des enjeux d'orientation, des enjeux d'insertion ou d'adaptation au travail. Puis aussi, on parle de la clinique d'orientation. On a plusieurs activités pédagogiques où nos étudiants vont intervenir à la clinique d'orientation, mais on a aussi beaucoup d'activités pédagogiques où il y a des interventions à l'externe. Deux exemples rapides. Dans un des cours des approches éducatives à la maîtrise, nos personnes étudiantes vont dans une école faire de l'observation pour faire l'animation d'un atelier. Et évidemment, ben, je vais parler de l'organisationnel encore une fois. On a mis en place tout récemment un partenariat avec la ville de Sherbrooke où, dans le cadre du cours de maîtrise en organisationnel. Il va y avoir de l'accompagnement de gestionnaires. On va faire de l'évaluation de leurs compétences, les aider à identifier leurs forces, des points de vigilance, puis mettre en place un plan de développement pour qu'ils puissent après ça continuer, mais en même temps développer ces éléments-là qui ont été identifiés lors du processus d'évaluation. Pour Nathalie, pour Louis, je ne sais pas s'il y a d'autres types de stages. Je parlerais plus de l'utilité des stages, en fait, peut-être. Oui, Louis et Nathalie, à qui veut répondre en premier. C'est quoi l'utilité de faire des stages dans le domaine de l'orientation? Qu'est-ce que ça peut apporter pour un étudiant ou une étudiante? Vas-y, Nathalie.
OK, je vais y aller. Moi, c'est mon dada, c'est mon travail principal depuis 10 ans, de travailler sur la formation pratique, les stages en orientation, autant au baccalauréat qu'à la maîtrise. Puis comme à Sherbrooke, on a aussi plein de cours qui sont avec de la formation pratique, donc où ils ont à faire de l'expérimentation, c'est de l'apprentissage expérientiel. Mais le stage en tant que tel au baccalauréat, nous, c'est un stage obligatoire aussi qu'on appelle un stage d'initiation en pratique, mais concrètement, nos étudiants sont amenés dans le secteur de leur choix parmi les 6 secteurs de pratique en orientation. Donc, on a parlé évidemment le secteur de l'éducation scolaire, là, dans tous les ordres d'enseignement, le secteur de la réadaptation, le secteur organisationnel avec les ressources humaines ou autres, le secteur communautaire, le secteur de développement de services, puis il m'en manque un, c'est lequel que j'ai oublié? L'employabilité, où on a beaucoup d'étudiants aussi, et surtout au premier cycle, qui aiment faire les stages dans les Carrefour Jeunesse Emploi ou les autres organismes. Donc, nous, on a comme particularité, c'est un stage qui est 210 heures, ça, c'est le stage obligatoire qui est 6 crédits pour tous nos étudiants du bac. Et puis, ils peuvent le faire à partir de la 4e session. Donc, on a choisi de leur rendre disponible dès qu'ils ont fait certains cours, mais pas trop loin dans le parcours, en tout cas qu'ils puissent le faire à la session de leur choix à partir de la 4e session, parce que Thomas, tu disais à quoi ça sert les stages? Ben, ça sert entre autres à valider que j'aime ça, ce domaine-là, à avoir une idée un petit peu plus concrète de qu'est-ce que ça fait un intervenant dans le domaine d'orientation sur le terrain. Pour certains étudiants, ça va être un facteur de motivation, ça va leur donner le goût de continuer, ça va leur donner une poussée pour compléter leurs études, puis pour des fois valider, ah oui, ce secteur-là, il m'intéresse vraiment beaucoup, ou bien, ah là, j'aurais envie d'en essayer un autre, celui-là, j'ai eu des petits bémols. Donc, ça permet beaucoup à se découvrir comme intervenant dans un milieu concret. Ça permet de se motiver pour la suite des choses. Puis, on a effectivement beaucoup d'étudiants qui obtiennent des offres d'emploi à la suite du stage. Donc, c'est de plus en plus, là, je voudrais que la conjoncture actuelle est propice à ça, là, puis il y a de la demande. On ne réussit pas à combler toutes les demandes, les offres de stage qu'on reçoit des milieux. On a moins de stagiaires qu'on a de milieux qui voudraient les accueillir. Donc, nos étudiants, ils peuvent un peu plus choisir aussi des domaines qui les intéressent et qui ont envie d'explorer. Puis à la maîtrise, là, on a un stage qui a la particularité à l'Université Laval, c'est qu'on étend le stage sur 2 sessions. Fait que si la maîtrise, ça dure 2 ans, ça veut dire qu'il y a une année sur 2 qui va avoir une dimension pratique où ils vont faire leur stage dans des milieux concrets, des milieux où il y a des praticiens. Les 6 secteurs de pratique sont offerts aussi, puis on accompagne les étudiants dans leur choix de milieu de stage en fonction de ce qui les intéresse. Mais c'est les milieux de stage qui font leur sélection des stagiaires parmi les candidatures reçues. Fait que c'est une expérience en soi, ça aussi. Et puis, nos stagiaires sont majoritairement accueillis par des conseillers d'orientation qui les initient à la pratique propre à leur domaine, à leur secteur de pratique. Mais on a aussi des conseillers d'orientation à l'Université Laval qui accompagnent à toutes les semaines, qui font la supervision clinique de nos stagiaires à l'université à toutes les semaines en petits groupes. Alors, si jamais dans un milieu, par exemple, c'est un psychologue ou un travailleur social, mais qui ont vraiment des tâches connexes à l'orientation, ben on va quand même accepter que ce soit un milieu de stage valide parce qu'il va avoir le superviseur qui est conseiller d'orientation qui permet de s'assurer que l'intégration est faite conformément aux exigences de l'ordre aussi. Alors, c'est une des particularités, c'est la durée dans l'attente, ce qui permet à des étudiants de voir l'évolution des besoins à travers l'année, puis d'apprendre à se connaître aussi à travers cette durée-là. C'est un stage de 620 heures aussi dans cette année-là de maîtrise. Oh, Thomas, le micro. Thomas, le micro. Et voilà. Mon Dieu. Voilà. C'est encore Nathalie qui sauve le jour, l'ancienne technicienne. Merci. Merci beaucoup. C'est intéressant aussi les stages, parce que ça permet, comme vous le mentionnez, Nathalie, de créer aussi une communauté puis de créer des liens aussi, pas juste avec le corps enseignant, pas juste dans son milieu de travail, mais avec juste des collègues finalement d'études. Il reste quelques minutes seulement. Moi, je demanderais avant de quitter, puis il n'y a pas eu de questions jusqu'à présent. Moi, je dis toujours, ça veut dire que nos expertes sont clairs et précises dans leurs commentaires. J'aimerais savoir, en commençant par Louis, c'est quoi votre conseil pour les jeunes qui regardent Branchés sur mon avenir avec Jeunes Explos, qui soit veulent devenir conseillers, conseillères d'orientation ou qui veulent juste étudier ou apprendre un peu plus
ce domaine-là. Ce serait quoi votre conseil pour ces jeunes-ci? Allez parler avec une personne qui exerce la profession. Restez pas avec vos croyances puis possiblement vos préjugés de ce que ça fait. Il y a souvent une image sociale de ce que fait un conseiller d'orientation qui est tout à fait erronée et fausse. Allez, là, on est dans un contexte de stage, ben, allez rencontrer un conseiller d'orientation, allez demander si vous pouvez passer du temps avec cette personne-là. C'est du bon monde de façon générale au sens généreux collaborateur et découvrez à quel point c'est pas une profession qui consiste à dire aux gens dans quoi s'en aller, mais vraiment pas, mais plus une profession dans laquelle on aide des gens à mieux se comprendre puis à donner de la lumière dans leur vie. Donner de la lumière dans leur vie. À vos souhaits, Nathalie. Mathieu, ce serait quoi votre conseil pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos? Ça serait le même que Louis. Puis j'ajouterais aussi, oui, d'aller rencontrer des CO, mais aussi par rapport à voir à quoi ça ressemble la formation en orientation. Et il y a des programmes, par exemple, chez nous, on a un programme qui s'appelle Étudiants d'un jour, où qu'on invite les jeunes à venir passer une journée. Puis des fois, on peut leur demander ben, c'est quel cours qui t'intéresse pour que tu aies une idée un peu de c'est quoi le cours dans le domaine. Mettons, si le domaine scolaire t'intéresse, bon, la personne pourrait assister à un cours une période dans le cours d'intervention en milieu scolaire. Puis juste pour avoir aussi une idée de, oui, la pratique, quand je parle d'une personne professionnelle, ça ressemble à quoi, mais la formation, ça ressemble à quoi aussi, là. Fait que d'aller chercher de l'information puis de vivre cette expérience-là, c'est le meilleur moyen de tomber en amour avec l'orientation. Et Nathalie, peut-être le conseil pour clore le tout pour les jeunes qui nous regardent, qui veulent en apprendre plus ou qui veulent aller dans le domaine de l'orientation. Bien, les deux conseils étaient déjà bons. Parlez-en à des personnes qui exercent la profession, mais il y a aussi déjà, même sur Internet, si jamais vous n'avez pas le temps tout de suite, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites qui permettent à des conseillers d'orientation d'expliquer, démystifier c'est quoi leur champ de travail puis les possibilités d'emploi avec cette formation-là. Puis comme Mathieu disait, oui, il y a des possibilités d'étudiants d'un jour, mais sur les sites des universités, là, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM ou l'Université Laval, en faisant une recherche orientation, vous allez voir les programmes, puis le genre de cours qui sont offerts, puis tout ça. Et puis, si vous avez des questions, il y a les portes ouvertes. Nous autres, il y a les portes ouvertes le 16 novembre qui s'en vient. Il y en a peut-être aussi, je suis certaine, aux autres universités. C'est affiché sur les sites des universités, mais ça devient une occasion d'aller rencontrer les gens de la gestion des études ou des directions de programmes qui peuvent un petit peu plus, justement, répondre à vos questions. Et puis, justement, nous autres, de la gestion des études, c'est même des personnes qui ont étudié en orientation qui répondent aux questions. Et que c'est des personnes qui sont bien placées pour répondre aux interrogations des jeunes. C'est ça. Nous, on a fait des séries de vidéos aussi qui sont sur YouTube où on montre des diplômés qui travaillent dans différents milieux où vraiment on éclate un petit peu la vision du conseiller d'orientation traditionnel. Donc, c'est toutes des vidéos, des choses qui sont disponibles et qu'on vous invite à explorer. Puis, je pense que vous allez juste être charmés par cette profession-là. Puis absolument, il y a aussi des informations à aller prendre sur les sites des différentes universités, les profils d'orientation, l'UQAM, l'Université Laval, l'Université Sherbrooke, vraiment, il y en a plein au Québec. Donc, on peut aller voir ça. On peut aller voir les réseaux sociaux de Jeunes Explos aussi, des informations sur des stages d'un jour. Puis je tiens vraiment à remercier tout le monde qui regarde, que ce soit en direct ou que ce soit dans quelques semaines, quelques mois, parce que c'est jamais perdu. Et finalement, ben, je tiens vraiment à vous remercier vous trois, Nathalie Perrault, conseillère d'orientation, chargée d'enseignement et responsable de la formation pratique en orientation. Gros merci, Nathalie, pour votre présence, pour votre temps. Louis Cournoyer, conseiller d'orientation, professeur et directeur de la maîtrise en counseling de carrière. Un gros merci, M. Cournoyer. Et Mathieu Busque-Carrier, conseiller d'orientation, professeur responsable, titulaire des programmes et des stages de premier cycle en orientation. Un gros merci également, M. Busque-Carrier, Mathieu. Alors, je vous remercie tous les trois. Je vous laisse vaquer à vos occupations. C'est période libre maintenant pour l'après-midi. Puis merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. Merci.